Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, un patrimoine passion consacré aux jeux vidéo, mais plus particulièrement à l'investissement dans les jeux vidéo. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathieu Berthaud, directeur général de Mon Partenaire Patrimoine. Bonjour Mathieu Berthaud. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, on trouvait intéressant de traiter cette thématique de l'investissement dans les jeux vidéo pour une raison simple, c'est que quand on pense investissement passion ou plaisir, on pense aux voitures, on pense aux timbres ou aux montres, mais surtout on peut penser à certains actifs à mi-chemin entre la collection et l'investissement, en lien généralement avec un souvenir d'enfance, une sorte de Madeleine de Proust. J'ai parlé des timbres, mais on peut parler des bandes dessinées par exemple ou autres. Et mécaniquement, on se demande si les jeux vidéo, du fait de l'accompagnement qu'ils peuvent avoir pendant l'enfance, deviennent, lorsqu'on a les moyens et lorsqu'on a envie de se lancer dans un investissement, une collection, une thématique d'investissement. Est-ce que vous constatez, vous, que le jeu vidéo, aujourd'hui, les anciens jeux vidéo, commencent à devenir une thématique d'investissement ? Oui, alors c'est effectivement un levier de nostalgie qui fait qu'aujourd'hui on constate ce mouvement-là, d'autant plus que ceux qui ont le pouvoir d'achat, qui peuvent se permettre d'aller investir ou d'être collectionneurs, aller faire des enchères pour acquérir une ancienne console, un jeu de leur enfance ou un ordinateur très vintage, ça se joue maintenant. Bien sûr, oui. Et ça s'est vraiment spécialisé. Il y a des sites d'enchères spécialisés, il y a des valorisateurs spécialisés, et ça vient en plus du fait que bien sûr le jeu vidéo aujourd'hui, c'est la deuxième industrie de divertissement global derrière la télévision. Donc il y a en plus cet effet de levier-là qui rend cela dans le quotidien de tout le monde. Alors, deuxième industrie donc de divertissement aujourd'hui. Pour autant, est-ce qu'il y a un marché du jeu vidéo quand on parle d'investissement, quand on parle d'achat de biens ou d'actifs qui auraient pu prendre un peu de valeur dans le temps, ou en tout cas dont on estime qu'il y a un effet rareté avec le temps, par exemple ? Alors, effectivement, il y a deux versants. Il y a le marché en tant que tel, comme investisseur, marché extrêmement large, en progression, parce qui se renouvelle en permanence. Ce qui est estimé, on dit que c'est aujourd'hui un marché de 180 milliards de dollars environ. Ça, c'est les jeux vidéo au total. D'accord, les jeux vidéo au total. Et ça va être les entreprises qui créent les contenus, les composants, créent les événements, etc. Et ce qu'on constate, c'est qu'à côté de ça, il y a aussi le marché de collection. Bien sûr. Donc, il y a tout le marché du neuf. Et il y a tout le marché de l'occasion, mais les deux peuvent aussi s'alimenter. Il va y avoir des rééditions d'anciennes consoles, c'est ce que font certains fabricants. Et sur le marché de la collection, ce qu'on constate effectivement, comme il y a un effet de nostalgie et qu'il y a vraiment tout un écosystème qui s'est mis autour de ça pour valoriser économiquement tout cet acquis, tout cet historique qui a 50 ans, si on regarde, 40 ans peut-être. Bien sûr. Ouais. Là, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui créent cette liquidité sur le marché, et on constate ça comme sur des marchés d'art traditionnel ou comme ce qu'on peut voir autour des sneakers, alors pas les barres chocolatées, les chaussures de sport, ou même les Lego, comme l'évoquait il y a quelques temps mon associé avec vous. Mais ça veut dire que en fait, on va acheter en fait un jeu vidéo avec lequel on a joué jeune, de la même manière qu'on peut le voir pour certains dans le cas de livres anciens par exemple, et on estime que celui-ci va prendre de la valeur. Mais qu'est-ce qui va jouer sur la valeur d'un actif qui est un jeu vidéo avec lequel on a joué ? Est-ce que, par exemple, si je regarde dans les jeux avec lesquels j'ai joué il y a 15 ans, je peux potentiellement trouver quelque chose qui aurait pris de la valeur ? Alors, c'est très focalisé sur l'objet. D'accord. Effectivement, on va garder une cartouche de jeu vidéo. Il y en a une qui s'est vendue près d'1,3 million d'euros l'an dernier. Dans la même semaine, il y a eu un record. Il y a 2 cartouches, une de 1987. Alors, ce qui est très important, c'est encore dans son emballage d'origine, sous blister, et évalué comme étant en super état. D'accord, comme les bandes dessinées, quand on veut effectivement qu'elles gardent le maximum de valeur. Oui, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit abîmé, corné, etc. Il faut évidemment que ce soit intègre. Et ça, en fait, c'est ça qui va être le levier qui va faire que les prix vont s'envoler. Vous avez peut-être connu, enfin non, vous êtes un peu jeune, mais tous les jeux à cristaux liquides dans les années 80, les Game & Watch de Nintendo. L'an dernier, il y a une Game & Watch, vous savez, avec les doubles écrans, Zelda, tout le monde connaît Zelda. À l'époque, en 1989, ça s'achetait entre 150 et 300 francs. D'accord. Oui. Le cours de ces jeux-là, l'objet, aujourd'hui, c'est plutôt entre 300 et 500 euros. Et l'an dernier, un exemplaire s'est vendu plus de 1500 euros. Parce qu'en super état, parce qu'encore dans son état d'origine. Et c'est aussi ce côté intact qui a un peu traversé le temps, qui fait que ça prend beaucoup de valeur. Au-delà du côté nostalgique, il y a aussi une évaluation précise sur des critères de rareté
quelle édition, de quel jeu? C'est ça, c'est qu'on imagine qu'il y a des éditions spéciales qu'on va aller chercher, comme sur d'autres thématiques un peu de collections similaires. On a fait une émission sur les cartes Pokémon où en fait on se rendait compte que c'était ce qui était déjà rare à l'époque qui prenait le plus de valeur aujourd'hui. Donc là, c'est quoi? C'est le jeu le plus ancien qui va être le plus cher, ou en tout cas ce qui va le prendre le plus de valeur, ou le jeu le plus rare, ou est-ce que, mettons, on peut voir ça par exemple sur certaines collections en matière d'art plus classique. Est-ce que la provenance de la collection joue aussi, ou c'est trop tôt pour en parler, ça? Alors non, ça peut jouer. C'est pas forcément le plus ancien. D'accord. Si on prend le premier Pong avec les 2 barres, là, etc., c'est pas forcément ça qui est le valorisé le plus cher. En revanche, il y a des éditions limitées de certains jeux. Par exemple, la cartouche de jeu qui s'est vendue le plus cher l'an dernier, 1,3 million d'euros, ce qui est quand même énorme. C'est en euros, c'est pas en dollars. En euros. C'est en euros, donc c'est sur le sol européen. Alors non, c'était aux États-Unis. D'accord, j'ai converti. Oui, bien sûr. Mais effectivement, c'est le premier jeu au-delà du million en termes de valorisation. C'est une cartouche de Mario 64. D'accord. Sur Nintendo 64. Donc un jeu emblématique quand même. Voilà, jeu emblématique, 1996, en super bon état et rare en termes d'état de conservation. Et dans la même semaine, juste avant, il y avait un autre jeu, c'était un Zelda, toujours sur Nintendo, mais là, 1987, super bêta, et là, une édition extrêmement limitée. Il y avait eu 2 éditions dans ce jeu-là, j'ai fouillé un petit peu en regardant, en préparant l'émission, et en fait, ça va être vraiment sur les éditions, et vous le disiez, la provenance. C'est-à-dire, en Europe, si on a des éditions de jeux européens, on va pouvoir valoriser ça. Enfin, il va y avoir une valeur qui va s'établir. Si vous avez une édition japonaise d'une console ou d'un jeu, ou américaine, avec ses spécificités, même à l'époque, c'était difficile de brancher la console japonaise. Oui, bien sûr, il n'y avait pas les mêmes prises, il y avait différentes zones, oui, bien sûr. Oui. Et ça, c'était il y a quelques années encore. Là, ça peut apporter un élément de valorisation supplémentaire. Donc la provenance aussi, la rareté, plus que l'ancienneté, mais là c'est vrai qu'on est déjà sur des échelles de temps qui vont très vite. 1996, c'était hier, mais en termes de jeux vidéo, c'était il y a un temps très ancien. Alors vous l'avez dit, ce qui joue, c'est l'effet objet. Pourtant, aujourd'hui, on voit, et vous l'avez dit, c'est la deuxième industrie de divertissement, c'est le jeu vidéo actuellement. On voit d'ailleurs que se développe même un côté sportif du jeu vidéo, l'e-sport, mais on achète maintenant ces jeux vidéo en ligne. D'ailleurs, on ne les achète plus puisqu'on participe à des jeux en ligne interactifs ou autres. Est-ce que du coup, cette tendance porte le marché de la collection du jeu vidéo, ou au contraire est quelque chose d'à part vu qu'il n'y a plus l'objet physique jeu vidéo? Alors c'est intéressant parce qu'on constate ça même sur les CD dans l'industrie de la musique. On peut acheter des livrets, ça se fait beaucoup en K-pop. On achète le livret, on a le CD dans le livret, mais on n'écoute pas le CD. Oui, après on va sur une plateforme de streaming. Exactement. Ouais. Mais on veut détenir l'objet de collection parce qu'il a une valeur, une rareté, etc. En jeu vidéo, c'est un peu la même chose, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit énormément de produits dérivés. Des livrets de jeux, des figurines, c'est pareil, vous achetez une figurine, vous la gardez dans l'emballage d'origine, d'une série télévisée, d'un jeu vidéo, ça va prendre de la valeur. Et à côté de ça, vous avez des événements de jeux en ligne. On est vraiment passé d'une cible de niche à une audience de masse. Bien sûr. Juste 2 chiffres qui, moi, m'ont marqué. En 2019, à peu près 450 millions en auditeurs, en fans qui ont suivi du streaming de jeux vidéo. Pour 2022, ce qui est estimé par Sport Media Watch, c'est 650 millions de fans qui vont suivre ça. Donc il y a un effet colossal. Et l'âge moyen, comparé au sport traditionnel, beaucoup plus jeune, 28 ans. Donc là, l'effet collectionneur cinquantenaire qui se dit je vais me racheter le jeu de mon enfance, il y a ça d'un côté, mais de l'autre côté, il y a un effet de masse qui fait que un jeu vidéo, quand c'est lancé aujourd'hui, il y a toute une stratégie en termes de diffusion sur les plateformes, modalités de paiement, vous pouvez acheter des contenus exclusifs, tout ça dématérialisé, et puis vous pouvez acheter toute la déclinaison en objets, en goodies, en produits dérivés qui vont aussi prendre de la valeur à côté. D'accord. Alors j'imagine que tout ne prend pas de la valeur non plus. Si on est intéressé, si on est un passionné de jeux vidéo, si on a été un passionné de jeux vidéo et qu'on se dit tiens effectivement pour diversifier mon patrimoine sur une partie infime de celui-ci, pourquoi ne pas aller sur un investissement passion dans les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'il faut regarder? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Comment on y va? Alors, je pense que c'est très difficile d'y aller si on n'a pas une petite étincelle passionnée là-dessus. D'accord. Parce que se dire, je vais acheter ça comme je vais acheter... Enfin, c'est pas une valeur refuge. Il y a vraiment une dimension où on a envie... On est intéressé par la chose. C'est pas un placement financier avec juste des fondamentaux, des critères financiers. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un écosystème, comme je le disais un peu plus tôt, sur l'identification, la valorisation
et le fait qu'il y ait un marché avec des acheteurs, des vendeurs. Et il y a des sites spécialisés là-dessus. D'accord. Qui estiment par exemple la cote des différents jeux vidéo. Exactement. Et qui vous permettent même, quand vous avez un jeu vidéo que vous souhaitez conserver, de le mettre dans un packaging spécifique, qui vous permet de le valider en termes de valeur. Hein. C'est très sérieux, hein, parce que quand on s'envole sur des montants, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a les acheteurs et les vendeurs qui ont un intérêt commun à ce que les choses se passent bien. D'accord. Ouais. Et par rapport à ça, il faut toujours être sur des fondamentaux de OK, est-ce que le jeu intrinsèquement a une certaine rareté ? Est-ce que c'est un personnage très connu ? Est-ce que c'est une réédition de quelque chose ? Donc une franchise connue et quand même un effet rareté dans la franchise connue. Ça peut jouer parce que, effectivement, en termes de débouchés, le fait d'être sur quelque chose de connu uniquement par quelques centaines de connaisseurs dans le monde, ça peut être hyper valorisé sur quelques centaines de connaisseurs dans le monde. Quand vous avez une super édition d'un jeu qui va concerner un plombier italien bien connu comme Mario, bien sûr, oui. Là, et son cousin Luigi, voilà, ouais. ça va faire un effet de levier en plus. Alors, ce qu'on entend aussi, c'est de dire plus on en parle, plus on fait monter les prix. Et moi, j'ai des amis en France qui râlent à chaque fois quand ils disent mais quand on parle, ça fait monter les prix. Et c'est vrai ça ? Quand on parle de certains jeux vidéo, ça fait monter les prix mécaniquement ? Je ne sais pas s'il peut y avoir de la manipulation de cours sur les jeux vidéo. Ça voudrait dire que le marché n'est pas si gros que ça, s'il suffit d'en parler pour faire monter les prix. Non, je pense pas que le fait d'en parler fasse monter les prix. En revanche, le fait d'en parler régulièrement et de l'intégrer dans le quotidien de chacun... Comme une thématique d'investissement. Voilà, ça démocratise cette approche du jeu vidéo, pas seulement comme ludique et moyen de s'amuser, mais aussi finalement quelque chose qui a de la valeur à conserver dans le temps. Ce qui est plutôt sympa quand on s'intéresse à ce domaine-là comme thématique d'investissement. Est-ce qu'on peut très rapidement espérer retomber sur un trésor dans son grenier ? J'avais posé la question à un expert sur les cartes Pokémon et qui m'avait répondu globalement, si vous n'aviez pas quelque chose de rare à l'époque, il est quand même très peu probable que ce que vous aviez devienne ait pris beaucoup de valeur. Est-ce que c'est la même chose pour les jeux vidéo ? Je suis assez d'accord, parce que si vous faites un vide-grenier, que vous allez chercher un jeu vidéo ou une console ou un ordinateur rarissime, sauf exception, ça n'arrive pas comme ça. Et avoir gardé dans son état d'origine, dans la boîte, qui fait que c'est hyper bien valorisé, bien conservé, au grenier sans y avoir touché pendant 20 ans ou 15 ans, c'est l'exception qui confirmera la règle, on va dire. Donc, s'il n'y a pas effectivement un effet valeur et rareté à la base, le levier de valorisation dans le temps, il est forcément plus faible. Après, il peut y avoir des effets d'engouement, des effets de mode, un revival sur un jeu vidéo d'une époque, d'une borne d'arcade. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, les bornes d'arcade dans les bars dans les années 80. S'il y a des rééditions ou un jeu vidéo qui va s'en inspirer, ça peut avoir cet effet de levier-là. Mais à la base, je suis assez d'accord avec ce constat. S'il n'y a pas de rareté et de valeur au début, c'est difficile que ça arrive après. Exactement. Merci beaucoup, Mathieu Berthaud, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler un petit peu cette thématique, toujours à la limite entre collection et investissement, donc du jeu vidéo. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Mon Partenaire Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.